Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partages d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Mark Weld, un artiste aux multiples facettes. Comédien, danseur, auteur-compositeur, producteur et éditeur de musique. Un véritable artisan de la scène et de la musique qui a construit son propre chemin entre le théâtre, la danse, la musique et l'écriture. Né à Paris en 1976, il découvre très tôt le pouvoir des arts, le théâtre, qu'il commence à 10 ans, réveille son âme et lui offre un refuge face aux défis d'un monde parfois hostile. Il trouvera dans l'art un espace de liberté et d'expression. De ses premiers pas au conservatoire de musique du 15e arrondissement jusqu'à l'École supérieure d'art dramatique de Paris, en passant par les plateaux télé et tournées d'artistes tels que Laurie, Yannick, Danny Briand, Ishtar, Garou et bien d'autres, Mark Weld fusionne le théâtre, la danse et la musique pour créer un univers unique. Auteur-compositeur pour des artistes comme Oshi, Jennifer, Patrick Bruel, Claudio Capéo et beaucoup d'autres, il est aussi à l'origine des créations musicales de Drag Race France. Dans cet épisode, nous parlerons du regard des autres et du casting, de la place de l'artiste LGBTQ+, dans l'industrie musicale, de l'ombre et la lumière dans une carrière artistique, mais aussi de l'importance de cultiver sa différence et de mettre de la joie dans son travail. Pourquoi ne faut-il pas voir un refus comme un échec ? Comment la danse et la musique sont-elles une métaphore de la vie ? Peut-on être un artiste sans être engagé ? Mark Weld nous partagera sa vision, son énergie et son amour pour l'art. Salut Mark ! Salut Maïwenn ! Bienvenue dans le podcast. Je suis ravi d'être là, tu le sais. Oui, et je suis très ravie de t'avoir en face de moi pour ce nouvel épisode. Eh bien écoute, petite question habituelle pour commencer. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à avoir un parcours aussi riche et multiple, comme je l'expliquais dans la présentation ? Comédien, danseur, auteur-compositeur, producteur, éditeur, dis-nous tout. C'est vrai, tout, vraiment tout. Tout. Je ne cacherai rien aujourd'hui, Maïwenn. Écoute, moi je suis né d'un couple mixte. Ma maman est algéro-tunisienne, de confession musulmane. Mon papa est italo-croate de confession catholique. Je donne ces précisions-là parce que du coup, en ayant une maman arabe, avec tout ce que ça suppose de culture de la danse, du chant, les derboukas à la maison, les tambourins, etc., j'ai été éveillé très vite à ça. Au fait, c'était très naturel de chanter à la maison, de danser. Et du côté de mon papa, sa maman était italienne, et là-bas j'allais à l'église, et donc j'ai abordé aussi la musique, mais plutôt dans des chœurs, d'églises, etc. Donc c'était encore une autre manière d'aborder l'art, et ça m'a rendu très riche de ces deux cultures, la culture slave italienne d'un côté, et maghrébine de l'autre, nord-africaine. Donc ça a commencé très jeune finalement, cette connexion avec l'art qui n'était pas décorrélée de ma vie. On n'allait pas prendre des cours de chant ou de danse, on dansait, on chantait. C'était comme respirer pour nous. Voilà. Et puis après, ça a continué avec le théâtre à l'âge de 10 ans. J'ai eu la chance d'aller dans un collège-lycée où il y avait une grosse cellule de théâtre. Donc j'avais un prof de théâtre à l'âge de 10 ans. J'ai joué dans Pantagruel de Rabelais. Voilà. Et ça a été une révélation. Je me suis senti vivre, exister sur cette scène comme jamais dans la vie. Comme si tout à coup l'univers faisait un focus sur moi et que je n'étais plus un grain de sable perdu dans l'univers, mais que j'étais un petit peu plus, peut-être une fleur en devenir, quoi. Et ça m'a tellement ému que je me suis dit, j'ai l'impression que la scène, c'est ma place, c'est mon endroit. Et je n'ai eu de cesse après ça que de revivre ce sentiment-là. J'ai monté mes propres pièces à l'âge de 15 ans, et puis j'ai dansé pour des artistes, et puis j'ai écrit des chansons, et puis j'ai chanté à Disney. Enfin, voilà, j'ai eu un parcours assez riche entre chant, danse, comédie et écriture depuis quelques années. Et quelle est la place de la danse, du coup, dans ta vie ? La danse, c'est ma respiration. La danse, c'est mes poumons, mes jambes, mes bras, mes yeux. Pour moi, tout est danse. Voilà, pour te répondre. J'aime beaucoup observer les gens dans la rue. Moi, je suis un grand marcheur. Je passe ma vie à marcher. Les gens se foutent de moi. Je marche 3, 4, 5 heures par jour. Et la marche, c'est de la danse. La marche est chorégraphie. C'est la première choré qu'on apprend de manière très intuitive. Avec le bras jambe opposée. Quand on voit un couple s'engueuler dans un café, qu'on est à l'extérieur du café, tu verras qu'il y a une chorégraphie des gestes, et sans même entendre ce qu'ils se disent, suivant la gestuelle des amoureux en question, ou des amis, ou peu importe, ou de la maman et du fils,
tu peux dire s'ils sont en train de se faire une confidence, parce qu'il y a la main et on parle doucement à l'oreille, s'ils sont en train de se faire une déclaration d'amour par rapport à l'œil langoureux et la manière dont sont posés les bras et les mains, ou s'ils sont en train de s'engueuler. Donc en fait, tout est chorégraphie. La place de la danse, je pense qu'elle est centrale dans ma vie, mais en vrai, elle est centrale dans la vie de tout le monde, sauf que tout le monde ne s'en souvient pas. On se déconnecte parfois de soi. Pour moi, la vie n'est pas un apprentissage, c'est plutôt se souvenir qu'on a accès à tout ça. Mais on l'oublie parce qu'on est dans une société, et depuis toujours, de formatage, de cases, de cages, et donc on nous uniformise. À l'école, on nous compare, il faut être meilleur que le voisin, il faut avoir des bonnes notes, puis après il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut subvenir aux besoins de sa famille, il faut être bon, il faut être fort, il faut être congruent, il faut savoir faire. Et en fait, je crois qu'on doit déconstruire tout ça et apprendre juste à être vivant. Complètement. Se sentir vivant. Je reviens sur le fait de marcher et d'associer ça à la danse. Souvent, quand je dis des personnes non danseurs, je leur dis « mais tu danses ?» Et ils me disent « mais non, je danse pas ». Je dis « mais si, tu marches. » Et marcher, c'est danser. Et des fois, on me rigole un peu au nez et je leur dis « mais non, tu te rends pas compte que le mouvement que tu as dans ton corps, c'est de la danse. » Et donc, c'est vraiment important pour moi aussi de remettre un point sur ce que tu dis, que marcher, c'est danser. C'est la première chose qu'on apprend à un danseur, je dirais, la manière dont tu te tiens même dans ta marche va définir aussi une émotion et un message que tu voudrais faire passer. Bien sûr, c'est tout à fait juste. Et pour compléter ce que tu dis, qui est très juste, je dirais même que la marche est danse, mais aussi la marche de la nature. C'est-à-dire, quand tu vois ces oiseaux parfois, tu vois je sais pas si on dit pas un banc d'oiseaux, on dit un banc de poissons, et parlons du banc de poissons. T'as l'impression que c'est une chorégraphie. Ouais. Tu vois ces groupes d'oiseaux qui dansent, mais vraiment ils dansent, tu les vois faire un truc comme ça, on dirait une vague. C'est majestueux, c'est magistral. Les herbes folles qui se couchent quand le vent vient les caresser et passer au travers d'elles, c'est de la chorégraphie. Le papillon qui vole et qui se pose délicatement pour aller butiner le pollen, et tout ça c'est de la chorégraphie, c'est de la danse. D'ailleurs on s'en inspire beaucoup dans la danse. Bien sûr. On essaye de trouver fluidité ou rigidité, dureté, on essaye d'exprimer des émotions à travers une gestuelle différente. C'est marrant que tu parles de banc de poissons parce que quand j'étais en formation, souvent on nous disait « Ok, là vous allez vous mettre tous groupés. La personne qui est un peu devant, selon l'orientation du groupe, c'est elle qui lead, qui va faire un mouvement très doucement et les autres danseurs derrière vont suivre. Et si la personne commence à se tourner, ok, le lead va passer sur une autre personne. Et donc on continue à suivre le mouvement au travers d'une autre personne et à avancer et à leader. Et cette notion de banc de poissons, nous on l'a beaucoup vu en formation parce que ça te permet de travailler ton écoute sans forcément regarder, et donc du coup d'ouvrir ton champ de vision jusqu'à derrière toi, et d'être à l'écoute aussi de l'autre. Ouais, c'est génial. C'est une des qualités du danseur aussi. C'est une qualité essentielle même. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui dansent seuls, ou qui chantent seuls, et moi qui ai la chance aujourd'hui de pouvoir aider des artistes chanteurs à se développer sur scène, donc la présence scénique, l'interprétation, etc., on danse, on chante avec le public, avec les musiciens, avec la scène, on occupe l'espace, c'est quelque chose, effectivement, comme tu dis, c'est à 360 degrés, quoi. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Et tu disais aussi que la danse, c'était de la musicalité. Ouais, bien sûr. Bah oui, parce que pour moi, encore une fois, tu le disais, je vois quelqu'un courir avec une goutte de sueur qui perle au coin du front, c'est pas la même information que si je vois quelqu'un flâner en train de cueillir une petite fleur et de se dandeliner, c'est pas la même information que si je vois quelqu'un marcher les épaules complètement en avant, l'air abattu. Donc en fait, pour moi, il y a une musique dans la marche, il y a une musique dans l'interaction avec les gens, c'est-à-dire si je prends les mains de quelqu'un et je me mets à tourner parce que j'ai appris une bonne nouvelle, bah, c'est musical. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a une valse. En fait, je vais te dire quelque chose, et on l'a tous fait. Souvent, je me la pète. Je suis dans la rue, je mets mes écouteurs, mes AirPods, et je mets une musique. Et la musique, c'est la BO de ma life, la BO de ma journée. Des fois, je me dis, et je te jure, je suis sur le vélo, je me dis, salsa. Ouais, je suis en Amérique latine, salsa. Et je suis là, todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que... Je suis Celia Cruz, je suis sur une scène, il y a 50 000 personnes devant moi. Et je te jure que je ne conduis pas mon vélo de la même manière, je ne me meus pas... Pourtant, je suis sur une selle de vélo, tu vois, mais je sens que mon corps occupe l'espace différemment. Idem, quand je marche, je me mets de la musique. Des fois, je vais mettre genre Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. J'ai envie d'être triste, voilà. Il m'est arrivé un truc, j'ai envie d'aller au fond de la tristesse pour bien remonter après. Et là, idem. Donc oui, la danse, c'est de la musique. Et la musique, c'est de la danse. Inversement, on en parlera aussi dans la manière dont je procède pour écrire et composer. Bien sûr que mon corps est totalement investi. Totalement. Quand je compose, ou quand je dirige un artiste en studio, mais si tu me voyais, et d'ailleurs, avec mon associé Thierry Decara, on en rigole souvent parce qu'il me dit « Mais c'est fou !» En parlant du chanteur, il était là. En fait, il chante d'ici. Mais non, en fait,
tu ne chantes pas que avec cette partie-là, tu chantes avec ton petit doigt de pied. Tu es complètement investi et impliqué. Et je dirais même que tu bosses dans une banque, à la poste, en tant que fleuriste, au Franprix. On implique la totalité de son être dans ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on trouve de l'harmonie, c'est comme ça qu'on est centré, et c'est comme ça qu'on obtient aussi le regard de l'autre. Exactement. Parce qu'on est totalement impliqué dans ce qu'on fait. On n'est pas un automate. Aujourd'hui, on doit échapper à ça. On ne doit pas devenir des automates. C'est notre gageur pour le futur. Je suis très d'accord avec toi. Du coup, c'est une bonne transition pour aller sur le regard de l'autre et aussi le regard sur soi. Ouais. Toi, tu as longtemps fui ton image et aujourd'hui, tu as des miroirs chez toi pour rester connecté à ton corps. Quel a été ton cheminement par rapport à ça ? Et pourquoi tu as fui ton image aussi, si tu as envie d'en parler ? Long, mais je vais faire court. En fait, moi, donc, j'ai grandi avec une maman, parce que mon père est parti, j'avais 7 ans, ils se sont séparés, et du coup, j'ai grandi avec une maman. Et voilà, les années 80, on vendait aux femmes des solutions miracles pour mincir. Donc il y avait éphéméride, notamment un médicament qui après a été très très décrié. Mais il y avait plein de trucs, plein de solutions miracles pour mincir. Et ma mère a eu beaucoup de fluctuations de poids, parce que mon papa est parti, donc elle s'est un peu réfugiée dans la nourriture. Et donc, petit garçon que j'étais, j'ai commencé très vite à avoir un rapport compliqué à la nourriture. On parle de manger ses émotions. Ouais. Je sais bien bouffer, moi. J'ai bien mangé mes émotions. J'en avais beaucoup. J'avais un bon paquet d'émotions. J'ai pas rigolé des émotions. Au petit-déj, au déjeuner. Non, mais les 4 heures, machin, double ration. Voilà. Et en fait, j'avais beaucoup d'émotions. Et comme ma maman était très triste et que je devais être l'épaule sur laquelle elle se reposait, du moins le pensais-je à l'époque, c'était mon rôle. Je devais soutenir maman. Et du coup, j'ai appris à taire mes émotions, à les réprimer, à les mettre en sommeil, mais il fallait bien que ça s'exprime, cette anxiété, cette angoisse, et en fait ça me calmait de manger. Et donc très vite, j'ai eu moi-même des fluctuations de poids, jusqu'à peser très peu à l'âge de 16 ans, j'étais vraiment descendu bas. J'ai une photo de moi, un Polaroid de cette époque-là, je fais cadavérique, j'ai le teint gris, je suis pas tombé dans une anorexie sévère, je suis pas allé à l'hôpital, mais ça reste une forme d'anorexie quelque part. C'était un trouble du comportement alimentaire ouais. Très clair et plutôt sévère. Et surtout, c'est quelque chose qui m'a suivi très longtemps. Parce que je pourrais même dire que ça fait que quelques années que j'ai réussi, et je suis comme un alcoolique en sevrage jusqu'à la fin de sa vie, que j'ai réussi à comprendre que me réfugier dans la nourriture, c'était la solution immédiate, directe et impulsive, mais que ça ne réglait rien. Ouais. Et surtout que ça apaisait sur le moment, parce qu'en termes d'hormones, tu bouffes du sucre, tu as un pic de glycémie, donc du coup, t'as un shoot. En fait, c'est un shoot. Hein. Je me shootais à la bouffe. Mais en vrai, ça résout rien, parce qu'après, tu as la descente, parce que, tu sais, le pancréas, il sécrète de l'insuline pour réguler le taux de sucre à 1 gramme par litre de sang, donc ça te fatigue après, parce que ton pancréas, il a travaillé, et après, tu es en down émotionnel. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es en down ? Tu remanges derrière. Comme le drogué, une fois qu'il est en descente, il va encore prendre de la drogue, et à chaque fois une autre drogue, et à chaque fois une drogue qui lui fait sentir plus de sensations. Et donc c'était ça avec la bouffe. Donc je suis monté jusqu'à quasiment 100 kilos, sachant que j'étais descendu à 60 quand j'étais dans ma grande période. Je pense qu'une fluctuation de 40 kilos, personne connaît ça, à moins d'avoir de sérieux problèmes et des troubles du comportement alimentaire. Ou hormonaux. Ou hormonaux, mais ce qui n'était pas mon cas. Ouais. Donc moi, c'était clairement par rapport à mon comportement alimentaire. Donc j'ai été très 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 mal en 2019. Et j'ai commencé à avoir des soucis de santé où je me suis dit, là, je me fais du mal. Je me fais vraiment du mal. Et donc, j'ai tenu un journal de bord que j'ai appelé le premier jour du reste de ma vie. Et j'ai décidé que je naissais ce jour-là. J'ai décidé que j'allais vraiment arrêter de me faire du mal, que j'allais essayer de m'aimer, que j'allais essayer de pardonner, et que j'allais essayer de me pardonner aussi. Pas seulement de pardonner aux gens qui sont partis, aux gens qui m'ont fait sentir un abandon, mais aussi me pardonner à moi de m'être abandonné, de m'être mis de côté, de m'être mal parlé. Parce que je me suis beaucoup tenu à un dialogue intérieur dur. J'ai été très dur avec moi. Et voilà. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais prendre soin de moi, je vais apprendre à mieux me nourrir. Je suis pas allé voir un nutritionniste, vraiment je l'ai fait tout seul. Je suis pas allé voir je me suis dit, vas-y, prends-toi en main et ça va être doux. Et je voulais que ça soit doux, je voulais pas que ce soit radical, je voulais pas m'interdire de manger ceci ou cela. Je me suis dit, arrête avec les interdictions, les injonctions, t'as fait des régimes toute ta vie, maintenant ça va être doux. Et du coup, petit à petit, à petits pas, j'ai perdu 200 grammes, 100 grammes, j'ai arrêté de me peser et j'ai surtout commencé à me réapproprier ma vie.
Et ça, c'était une sensation trop bonne. Et c'est là que je me suis mis à marcher. Je suis devenu vraiment un fou de la marche. Mais être addict à la marche, pour moi, c'était un moindre mal. Et je me suis dit, ça y est, tu tiens le bon bout. On est en 2019, c'est le premier jour du reste de ta vie. Et pour une des premières fois, j'étais fier de moi. Je me suis dit, t'as réussi à pactiser avec ce passé douloureux. Et voilà, on est en 2025. J'ai perdu tout seul 35 kilos, que j'ai jamais repris. Je fais du sport, mais à mon rythme. Pas trop peu. Quand je suis fatigué, j'en fais pas. Je porte des poids que je peux porter. Ça aussi, c'est drôle de dire ça. Je porte les poids que je peux porter. Symboliquement, j'ai porté beaucoup de poids qui étaient trop lourds pour mes épaules avant. Et là, j'ai décidé d'être dans la juste mesure, tu vois. Et depuis ça, j'ai arrêté d'avoir que des miroirs qui prenaient mon visage chez moi. Je me suis autorisé à m'acheter des miroirs en plein pied. Je me suis dit, il est temps maintenant de te regarder en entier, de pas considérer qu'il y a une partie de ton corps qui est plus aimable qu'une autre. T'es aimable dans ta totalité, dans ton entièreté. Et puis, tout ça m'emmène aujourd'hui dans une vie plutôt joyeuse. Et voilà, être face à toi pour en parler avec émotion, mais aussi avec joie, parce que la vie, c'est un chemin. Et ce chemin-là, j'en suis heureux, quoi. Je voudrais pas recommencer, en fait. Est-ce que ce journal de bord, il sortira un jour publiquement? Non, je sais pas, c'est une question. Je sais pas, parce que c'est hyper... C'est vachement trash ce que j'écris dedans, quoi. Okay. Ah ouais. Sur l'image, sur ce que je ressens de moi, sur ce que j'ai ressenti, sur aussi... j'incrimine des gens, puis après c'est moi, enfin... Tu sais, c'est un truc... mais ne jamais dire jamais. Je pense que je me dis des fois, t'écris, et puis 5 ans, 10 ans après, tu relis et tu te dis, mais peut-être que mon histoire, et peut-être que mon journal de bord pourrait aider d'autres personnes à peut-être faire de même, prendre un cahier et écrire pour faire du journaling, c'est un peu comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui, et peut-être aider à d'autres personnes à aller mieux et à vivre avec joie. C'est vrai, mais t'as raison, ce qui est drôle, c'est que t'as vu, encore une fois, l'écriture m'a sauvé. Ouais. C'est encore par le prisme de l'écriture, c'est ça qui est fou. D'ailleurs, pour accrocher quand même sur le sujet d'aujourd'hui, j'ai beaucoup dansé à cette époque-là, parce que je me suis souvenu qu'avant, je dansais tout le temps. Et à un moment donné, j'ai un peu pris mes distances avec la danse, parce que pris par d'autres activités. Et là, je me suis dit aussi qu'en plus du sport pur, lever des poids, des choses qui sont très physiques, ça s'appelle vraiment de l'activité sportive, mais pour moi, la danse, c'est éminemment du sport. Sauf que c'est vraiment un sport plaisir. Ouais. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé ces fameuses 15-20 minutes par jour. Je me dis, quoi qu'il... Pendant 20 minutes, c'est salsa, c'est rock, c'est pop, c'est techno, c'est art tech, c'est électro. Mais je me fais mon set, j'ai mes petites playlists, et je donne tout pendant 15-20 minutes. Et ma journée, elle démarre, mais vraiment, quel que soit mon mindset avant ça, ah là là. Tu libères. Ah ouais. Ça t'apporte un peu genre de la méditation aussi, un moment de reconnexion à toi-même? Exactement. Alors, moi, j'ai souvent considéré la méditation comme quelque chose qui se fait dans le calme et dans l'immobilité, mais en fait, je pense que c'est erroné, parce que tu as raison, c'est quelque chose qui me ramène à moi. Je reviens vers moi. Je reviens dans ma maison intérieure. Ouais. C'est comme de passer un coup de balai dans son écosystème intérieur. Et la danse, c'est ça que ça fait. J'époussette, je brique, tous mes petits meubles à l'intérieur, je me fais le ménage, je fais un nettoyage de printemps tous les matins. Et en vrai, c'est ça, c'est un peu ma routine, comme disent routine les Américains, où c'est un peu ma barre, quoi. C'est un peu ma barre au sol, quoi, tu vois. C'est pas une barre au sol ou une barre pas au sol, c'est ma barre, quoi. Debout. Ma barre debout, exactement. C'est ma barre debout. Et je danse, et ouais, c'est devenu un automatisme. C'est même pas, où que je sois, hein, parce qu'on peut danser n'importe où, faut le savoir. Complètement. Je me suis retrouvé dans un petit Ibis budget, ma chambre, elle était comme ça. J'étais là, mais je suis un ouf, quoi. Bah non, j'ai dansé. Mais au supermarché, quand il y a une musique qui te plaît, bien sûr. Rien ne t'empêche de danser dans un rayon. Bien sûr. Et tu regarderas d'ailleurs que les gens, ça les fait sourire. Bien sûr. De voir une autre personne heureuse, et voilà, je pense que ça véhicule aussi beaucoup de bonheur. Ah, c'est très contagieux, la danse. Très contagieux. J'adore à une soirée être le premier qui danse. Et quand je vais voir des copains DJ, parce que j'adore le DJing, j'adore le clubbing, je suis allé l'autre fois à l'Institut du Monde Arabe, il y avait un catwalk parce qu'il y avait eu un défilé avant. Et mon pote DJ qui est drag queen, que je salue, qui s'appelle Sylvia Slut, qui est ma DJ préférée, elle a commencé à mixer et les gens dansaient pas. Ben, j'ai regardé, j'étais en mode, en fait, non, ça va pas se passer comme ça. En fait, on va danser. Donc, je suis monté sur le catwalk. Il faut juste, à un moment donné, prendre ses balls parce que t'as plein de gens, il y avait des vogueurs, des machins. Moi, je dis, mais non, mais on est là pour s'amuser, quoi. Ouais. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la performance. Et je me suis mis à danser comme un ouf. Mais Maïwenn, c'est-à-dire que j'ai tourné la tête 2 minutes après.
le catwalk était rempli de gens. Et j'avais même pas fait gaffe. Moi, je faisais ça pour célébrer mon ami DJ et aussi, effectivement, inciter les gens à venir. Mais en fait, j'étais tellement dans mon truc que j'avais même pas vu. Et en fait, on s'est retrouvés tous sur le... Et ça y est, la soirée était lancée. Bien sûr. Mais t'as des personnes qui ont peur aussi de danser devant les autres. Bien sûr. Parce que, comme on en parlera sûrement après, du regard et du jugement des autres. Et pourtant, quand tu vas en soirée, c'est juste pour libérer. C'est pas forcément pour être show-off et montrer tous tes skills et être performant. Tu vois ce que tu disais. Bien sûr. Et je trouve que c'est bien, tu vois, d'avoir toujours une personne qui aime la danse dans une soirée parce que t'arriveras, quoi qu'il arrive, à faire lever les gens. Oui. Et quand on a une, quand on a deux... les 3, 4, 5, 10 autres se disent « Oh, vas-y, en fait, moi aussi, j'ai plus peur. Si il ou elle est sur la piste, vas-y, let's go. » Oui, t'as un peu déblayé le terrain pour les Exactement. autres. Mais j'aimerais revenir sur la peur, c'est intéressant. Moi, j'ai peur. Hein. Tu sais qu'avant d'y aller, pourtant, je suis plutôt quelqu'un de spontané. Donc, mon envie est très spontanée. J'ai une envie comme ça, un élan. Mais j'ai toujours quand même le truc, bien sûr, que je regarde qui y a autour. Je me dis, je vais être vu par ces gens-là. C'est humain. Donc, la peur, je l'ai. Sauf que j'ai encore plus peur de passer à côté d'une joie. En fait, renoncer à une joie, pourquoi ? Parce que quelqu'un va me trouver trop petit, trop grand, trop gros, trop maigre, trop brun, trop quelque chose, ou pas assez autre chose. Mais ça m'appartient pas. Et de toute façon, je pourrais être immobile dans la boîte. Il y aura toujours quelqu'un pour porter un regard sur moi et avoir un jugement en lui. Et ça ne me dérange pas. Aussi, quand tu fais la paix avec ça, avec l'idée que tu n'es pas et que tu ne seras pas aimé de tout le monde, et que ça n'est pas grave, c'est ok. Je n'aime pas tout le monde. Je vais à une soirée, des fois, il y a des gens qui me hérissent, je ne sais pas pourquoi, je suis très injuste, et d'autres que j'adore, je ne sais pas pourquoi, je suis très injuste. Certains bénéficient de mon injustice, d'autres en pâtissent. Et je bats la même chose aux gens, je leur bats le chaud ou le froid, suivant que, intuitivement, ils me kiffent ou pas. Donc, plus vite on arrive à se libérer de ça, même si on vit en société, et que c'est pas toujours facile, hein. Mais en tout cas, dans un maximum d'occasions, j'essaie de me libérer de ça, et de me pousser au cul pour faire les choses. Bien sûr, et souvent le jugement que les autres portent sur toi, c'est souvent le jugement que eux-mêmes portent sur leur propre vision, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc faut pas aussi s'attarder sur trop le regard des autres. Faut essayer. Et des fois, on pense que la personne, elle me juge peut-être, alors qu'en fait, pas du tout, parce que notre interprétation est mal placée aussi, et notre énergie est mal placée à ce moment-là, quoi. Bien sûr. En fait, des fois, faut pas être trop cérébral. Aussi. Faut essayer de faire les choses, quoi. Faut essayer d'être un faiseur, tu vois, plus qu'un penseur. Je reviens sur la danse et la musique. Moi, je me posais une question, vu que tu aimes danser, vu que tu as été danseur et que maintenant tu es compositeur, auteur et que tu travailles avec des grands artistes que j'ai énumérés en présentation. Est-ce que la danse, elle t'aide à mettre en page des chansons ? C'est très intéressant comme question. Donc, est-ce que dans mon acte créatif, la danse est incluse dans ça ? Parce que moi, je me dis, est-ce que quand tu écris une phrase, t'as une mélodie aussi qui arrive et tu te dirais, ah là, je pourrais par exemple voir un clip ou voir des danseurs. Ou là, je me dirais, ok, ça peut marcher, je suis sûre que ça ambiancera les gens, ça les fera se lever, ça les fera danser ou quoi que ce soit. Alors, ça dépend du type de projet, bien évidemment. Bien sûr. Mais tu parlais de Drag Race France tout à l'heure, c'est très intéressant. Tu écris des titres pour des drag queens. Mais Maïwenn, permets-moi de te dire qu'en studio d'enregistrement, j'avais une wig comme ça, j'avais des talons de 24, mes ongles faisaient 8,22 m et je faisais les chorégraphies, je te parlais de mon associé Thierry Decara, pour savoir en fait si on était sur le bon path, sur le bon chemin. En fait, à chaque fois, c'était « Ah non, je te jure, la basse, la sainte basse, elle pète pas. » Non, parce que je sais, les filles, elles voudront faire pam, pam, poum, poum. Et je sais que là, elles l'auront pas. Là, il faut que ça soit plus smooth. Ils nous font rajoute un shaker, un truc. Et en fait, oui, la danse, alors là, plus que jamais. Puisque c'était adressé à un public, enfin, en tout cas, à des interprètes queens qui allaient danser, qui allaient performer. Faut savoir que les queens, ce sont les performeuses XXL. S'il y a des performeuses sur cette planète, ce sont bien les drag queens qui sont dans l'acting, qui sont dans le chant parfois, parce qu'elles chantent en live, au moins dans le lip-sync, qui est quand même leur fait d'armes principale, et la chorégraphie, ou l'improvisation. En tout cas, ça bouge avec le corps. Je reviens, excuse-moi, sur le lip-sync. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Parce que j'ai Bien des sûr. personnes non-danseurs et qui ne sont pas dans l'industrie et qui ne sauraient peut-être pas à quoi ça correspond. Bien sûr. Donc, lip, ça veut dire lèvres en anglais. Sync, c'est synchronisation. Donc, le lip-sync, c'est synchroniser ses lèvres avec les paroles d'une chanson. En français, on dit du playback. Donc, en fait, mais quand une drag queen fait du playback, évidemment, elle surinterprète. Donc, par exemple, moi, je veux mourir sur scène. Elle va ouvrir la bouche pour faire
moi je veux mourir. Voilà, ça va être surexagéré pour que le dernier spectateur du 120e rang voit et comprenne que c'est une drama queen qui dit qu'elle veut mourir sur scène. Donc voilà, c'est une surinterprétation avec donc sans émettre de son. Le micro n'est pas ouvert. En revanche, il y a des drag queens qui chantent en live. Exactement. Voilà, le lip sync est à l'opposé du live. Chanter live, c'est chanter vraiment. Lip syncer, c'est faire du playback. Voilà. Merci. Je t'en prie. Mais donc effectivement, quand j'ai écrit avec Thierry Decara, quand j'ai fait ces titres pour Drag Race France, c'est sûr que là, la danse était totalement présente, mais du début à la fin. Je vais même te dire pire. Pour certains titres, j'ai même presque plus pensé danse que pensé musique. C'est-à-dire, la prérogative première, c'était il faut que ça danse, il faut que ça enjaille. Une année, on a fait l'hymne qui s'appelle We Are Légendaire, avec We Are Légendaire. Tu vois, tout à coup, quand j'écris We Are Légendaire et que je décide de faire We Are Légendaire, tu vois qu'il y a du rythme, il y a de la mélodie, et on s'imagine We Are Légendaire, n'importe quel gestuel, mais en tout cas qu'on marque le temps. Et ça, c'est parce que je suis danseur, parce que j'ai chorégraphié, que je sais que le chorégraphe va se régaler. Bien et sûr. qu'il a besoin de ces moments-là, il a besoin de ces rendez-vous-là. Il a besoin d'un break, il a besoin de respiration, il a besoin de contract, de release, il a tout ça. De retenir, de détendre, tout ce qui fait le relief d'une chanson finalement pour un danseur. Oui. Après, je pense que tous dansent, en vrai. Bien sûr. Tous dansent. Voilà. Mais après, quand tu écris pour des drag queens, t'as envie de bien les servir, si tu veux. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? De leur faire un truc qui soit savoureux à danser. Surtout qu'elles doivent aussi gérer leur costume, leur tenue. Exactement. Et tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de laisser des respirations. Quand je prends l'exemple des drag queens, il y a des moments, tu as des reveals. Dans une chorégraphie, un reveal, c'est quoi ? C'est quand tu as des danseurs, ou même avec la drag queen ou drag king elle-même ou lui-même, qui enlève un vêtement pour en découvrir un autre. Qu'il y ait un moment de respiration aussi dans la musique, c'est important pour pouvoir faire ce type d'action. Complètement. Ou même un bruitage musical qui va habiller de manière sonore le reveal. C'est-à-dire, là, on en parle avec la Queen qui nous dit « J'ai un reveal juste après le deuxième refrain. Est-ce que vous pourriez me ménager un moment musical qui accompagne ce reveal ?» On l'a eu sur Drag Race plusieurs fois, ça. Ouais. Notamment quand on fait les chansons des finalistes. Oui. Elles ont chacune leur chanson et souvent, il y a un reveal. Voilà, souvent, c'est un peu il y a le lip sync, ce que font toutes les queens généralement, sauf celles qui chantent en live, et le reveal, c'est un peu ce qu'on adore, nous, en tant que spectateurs, parce que c'est un peu comme les matrioshkas, quoi, ou le cadeau dans le Kinder Surprise. T'as l'œuf et puis t'as le petit cadeau dedans. On a trop envie de voir ce qu'il y a en dessous, tu vois. Donc c'est génial, et puis alors des fois, t'es là, c'était ça le reveal. Je préfère la première. Non, des fois, il y a des reveals ratés, mais c'est mignon. Mais t'es en mode, Et je leur dis, parce que moi, je fais partie du membre du jury de concours Drag Queen, et parfois, je leur dis, si tu fais un reveal, reveal-moi, quoi. Enfin, vraiment, révèle-moi. Bah oui, il faut que ce soit au-dessus de ta première tenue. Merci. Quelque part. Sinon, j'ai l'impression que tu me fais, attends, Maïwenn, faut que je te dise un truc de ouf. T'as des yeux. D'accord. Oui, c'est ça. En fait, tu fais une annonce, un effet d'annonce qui est énorme, et puis en fait, c'est ça merci. Tu vois. Donc ça tombe à plat, quoi. Donc effectivement, le reveal doit se justifier par une deuxième tenue encore plus flamboyante que la première. Complètement. Je voulais aussi savoir si les artistes et les drags, peu importe, venaient en studio avec toi et se permettaient de te dire en fait non, je veux plus ça, de te driver aussi. C'est parce que toi, est-ce que tu arrives tout le temps avec des chansons que tu as préparées ou est-ce que parfois il y a des formes de collaboration ? Ah non, je collabore très souvent. J'adore collaborer. Je trouve ça génial. Alors ça arrive que je fasse une chanson et qu'elle soit prise par l'artiste en l'état. Ouais. Avec Patrick Bruel, ça m'est arrivé comme ça. Là dernièrement, on a fait un titre, toujours avec mon associé Thierry Decara, où Patrick a revu des choses parce qu'il voulait retoucher un petit peu. Et donc là, on est super preneur parce que, enfin, vraiment, la chanson va être portée par l'artiste. Donc, il faut qu'elle lui plaise à 100%. Les queens, elles ne sont pas autrices-compositrices pour la plupart. Certaines ont des aptitudes, mais pour la plupart, elles ne le sont pas. Donc, elles participent surtout pour les chansons des finalistes. Okay. Quand elles se retrouvent dans les 4 finalistes, là, c'est leur pastille, c'est leur moment. Donc là, elles viennent en studio et c'est vraiment de la collab. D'ailleurs, on co-signe les titres. Elles sont autrices-compositrices avec nous. Okay. Parce qu'elles participent vraiment. Sauf si, tu vois, l'année dernière, Léona Winter, on lui a fait Cœur de Reine. Ouais. Et en fait, elle n'a pas participé. Elle voulait qu'on lui fasse une chanson, mais elle a dit, je vous fais confiance, carte blanche, c'est vous. Et elle a révélé sa séropositivité à travers cette chanson. Donc, c'est pas Cœur de Reine, c'est Reine de Cœur. Pardon, je me disais bien que j'avais fait une petite... c'est Reine de Cœur, le titre.
Et en fait, elle n'est pas créditée au titre puisqu'elle n'a pas participé. Et c'était OK pour elle. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de formule. Je peux pas te dire que systématiquement, je fais une chanson et je la propose et l'artiste la prend ou pas. Je serais bien bête de refuser que l'artiste y apporte des aménagements. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est de la collab, tu vois. Je pense qu'un chorégraphe aussi, il est toujours à l'écoute de ses danseurs. Si tout à coup, dans la choré, il y a un mouvement et que les danseurs disent « ça nous fait vachement mal au cou, tu nous fais aller là, là », puis il y a moyen je pense qu'on discute quand même. Il ne s'agit pas de contester chaque mouvement du chorégraphe, non, mais je pense qu'on parle ensemble quand même. J'ose espérer. Oui. En tout cas, moi, à mon époque, on dialoguait, tu vois. De toute façon, le chorégraphe, même, il discute avec le metteur en scène, il discute même avec le producteur, il discute aussi avec le costuming, pour savoir est-ce que les costumes permettent de lever les bras dans la chorégraphie. Parce que ça aussi, c'est important. Bien sûr. Tu crées une choré, puis après, on te met un costume et tu te dis, en fait, faut revoir toute la chorégraphie parce que ça va pas dans le sens du costume. Et malheureusement, je trouve que les danseurs sont toujours un peu les derniers consultés pour ça et que c'est toujours aux danseurs de s'adapter. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu moi. C'est que souvent, les autres corps de métier se rajoutent vers la fin parce que les danseurs, on les envoie au charbon 6 mois avant le spectacle, et qu'à la fin, désolé les gars, ça on pourra plus faire ça, on fera ça, machin, ça tu feras plus le pas de deux, enfin, c'est pas facile quoi. Ouais. C'est un danseur, je sais que quand, peut-être on y viendra un peu plus tard, mais quand j'ai choisi vraiment de changer un petit peu de métier dans le métier artistique, c'est parce que je trouvais qu'on n'était pas toujours bien considéré, il y avait vraiment un côté... plante verte, quoi, décor vivant, vous êtes là, bon c'est sympa, ça bouge là, ça a l'air plus ou moins vivant, mais je trouvais qu'on respectait beaucoup plus les chanteurs sur les plateaux télé par exemple que les danseurs. Et dis-toi que j'ai dansé à la grande époque des danseurs. Star Academy, toutes les émissions TF1, France 2. Ah oui, mais moi j'ai dansé pour tout ça. Et on était vraiment... c'était pas des stars, mais je veux dire, on nous attendait à la sortie des plateaux télé pour qu'on signe des autographes, etc. Il y avait un côté où on reconnaissait les danseurs parce que c'était toujours les mêmes. On était, 40 à poncer les plateaux télé. Et on dansait pour de La Rousseau à même Jennifer Lopez, Britney quand elle venait à Paris, c'était des danseurs, souvent de Kamel ou de Reda. Donc en fait, on dansait pour la terre entière. C'était un truc de malade. Moi, j'ai vraiment bouffé au catering, donc le repas organisé sur les plateaux télé, avec J-Lo, avec Britney, j'ai croisé Johnny Hallyday, Rock Voisine. Enfin, c'était, ça m'a aussi appris à avoir un contact simple avec les artistes. Oui. Ça, c'était chouette. Tu vois, pour le coup. Parce que quand tu les vois, j'avais 22 ans, tu vois, j'étais très jeune. Et bah, du coup, après, tu t'accoutumes. T'es pas blasé. Tu peux être très content de rencontrer un artiste dont tu aimes le travail. Mais c'est vrai que t'es pas non plus... tu vas pas te faire pipi dessus parce que tu croises quelqu'un. Parce que tu te dis, bon, bah, c'est un de plus. Tu sais, il y avait des plateaux où il y avait 25-30 artistes. Donc, au bout d'un moment, t'es habitué. Mais c'est vrai que ça peut être très intimidant aussi. Oui. Mais tu sais pourquoi ça l'est pas ? Parce qu'en vrai, les artistes sont plutôt sympas. Bien sûr. En fait, on se fait un monde des artistes. Et quand tu côtoies Catherine Ringer, la chanteuse des Rita Mitsuko, et qu'elle te fait des blagues paillardes, et que t'es là, mais c'est Catherine Ringer, quoi. Et qu'elle te pose des questions, et toi, machin, ah, mais t'as vu, j'ai fait la dent aujourd'hui, qu'elle se remet une dent. Enfin, elle était tellement gentille. Et moi, j'étais fan des Rita Mitsuko. Je me dis, mais en fait, ouais, les artistes, bah, c'est nous, quoi. C'est nous. Des humains. Voilà. Bien sûr. C'est nous. Mais c'est vrai qu'on peut idéaliser les artistes quand on ne fait pas ce métier. Quand on le fait, on peut garder encore une fois son âme d'enfant, être émerveillé. Mais la strate fan n'est pas là. Non. Tu peux pas faire ce métier et être fan. Non, bien sûr. Je peux pas aller en studio avec Patrick Bruel et Jennifer et les regarder comme si c'était Jésus, Mahomet. Enfin, je veux dire, c'est pas ce rapport-là qu'ils souhaitent et dont ils ont besoin. On est dans un rapport de travail qui est complètement horizontal et pas vertical. Je suis en train de les regarder comme ça. Et on est là pour bosser. Je dois aussi pouvoir dire, tu sais, moi j'ai dirigé Jennifer en studio pour enregistrer ses voix. T'es obligé de dire c'est bien, c'est pas bien, faut refaire. T'es là pour ça en fait. Mais ça demande, c'est ça. Ça demande, c'est pas de dire j'adore quand tu chantes. Bah non, mais on s'en fout. J'adore quand tu chantes. Moi, je veux que le disque il cartonne. Donc, et elle veut, et le producteur, tu vois. Et Patrick, c'est pareil. Patrick m'a fait écouter des titres en me disant j'aimerais ton avis. Bah, je te donne mon avis, quoi. Bah, c'est important pour l'évolution personnelle de l'artiste. Et exactement. Aussi de pouvoir, toi, donner ta vision, c'est important aussi. Partager vraiment ma vision réelle. En parlant de vision et de musique, t'écris des chansons avec des messages plutôt forts, comme Amour censure avec Oshi. En tant qu'artiste LGBTQ+, comment ton identité influence-t-elle ta musique ? Bah, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a un auteur-compositeur dont la personnalité n'influence pas la musique ? Je pense que on vient avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, dans ces petits bagages. Moi, il se trouve que j'ai été le petit garçon de 6 ans homosexuel dans la cour de récré qui était malmené, frappé, tiré par les cheveux, toujours avec les filles. Je jouais à la corde à sauter, à l'élastique, au lieu de jouer au foot. Donc, j'ai très très vite compris que j'appartenais pas vraiment à la place à laquelle je devais appartenir, c'est-à-dire celle des petits tyrans, des petits mecs.
voilà, j'étais pas comme ça, quoi. J'étais pas vraiment blanc parce que je suis arabe, j'étais pas hétéro parce que je suis homo, j'étais issu d'un couple de parents divorcés. C'était encore peu fréquent dans les années 80. Donc, si tu veux, tout ça, fatalement, colore mon art, puisque, un exemple, je peux identifier dans des chansons quelque chose de très hétéronormé, de très blanc, cisgenre, patriarcal, et en fait, c'est des chansons aujourd'hui qui me gênent parce que je l'entends vraiment. D'ailleurs, quand je réécoute des chansons de l'époque, il y a des titres, Mélissa, métisse d'Ibissa, Alessin tout pointu. En fait, non. Ne dites pas que Mélissa, ne dites pas que je vous ai dit ça. Oh, Mélissa me tue. Cette chanson me met mal à l'aise, par exemple. Il dit que le matin, derrière ses canisses, il la regarde à moitié nue. Genre, en fait, il est en train de mater une meuf à travers les roseaux. Ben, je suis pas du tout OK avec cette chanson, tu vois. Et pour autant, elle a été faite il y a 40 ans ou 45 ans. Je peux comprendre que les mentalités évoluent. Oui, il y avait toute l'éducation et la société aussi qui étaient liées à... Oui. Exactement. Je n'incrimine pas les gens de cette époque ou que d'avoir fait ça à cette époque. Bien sûr, qu'on ne mélange pas les propos et qu'on ne remixe pas les propos. Exactement. Donc c'est très important de préciser que, encore une fois, pour moi, l'art est une photographie d'une époque. Si à une époque, les rapports et les enjeux des rapports hommes-femmes sont tels qu'ils sont, on se permet d'aller aussi loin que l'époque nous le permet. Voilà. Maintenant, je pense que c'est bien aussi. Il y a des gens, je pense, qui sortent de leur répertoire certaines chansons, qui se disent ça, je peux plus le chanter. Ouais. Il y en a. Il y a une époque où des auteurs faisaient l'apologie de la pédophilie à la télé. On ressort des images de Lina où ils disent, mais je pense même à Lolita. De Nabokov, enfin, je veux dire, où c'est vraiment l'amour d'un adulte pour une gamine de 13 ans, tu vois. Donc il y a quand même, dans la littérature, dans la chanson, dans la poésie, il y a quand même des choses problématiques. On doit le dire, et c'est vrai. Alors est-ce qu'il faut effacer de l'histoire ça ? Non, il faut plutôt le voir en face et se dire, voilà d'où on part, voilà où on aimerait aller, on a fait du chemin, il y en a encore à parcourir, mais voilà, aujourd'hui, je sais que mes choix, je n'irai pas non plus travailler avec un artiste homophobe, par exemple. Oui. Tout simplement. Oui, donc, tu travailles avec des personnes qui rentrent dans tes valeurs. Ah, mais complètement. Ce que j'appelle, moi, des alliés. Oui. C'est-à-dire que, oui, franchement, un artiste très connu qui pèse, voudrait bosser avec moi, et il tiendrait un discours sur les LGBTQ+, qui serait pour moi inacceptable, je ne travaillerai pas avec lui. Et je perdrais de l'argent. Mais d'ailleurs, je vais même te dire encore pire, Maïwenn. Aujourd'hui, il y a le petit drapeau sur mon profil. Je parle très librement du fait d'être gay. Je le valorise. Alors, j'en suis pas fier parce qu'on n'est pas fier d'être brun, blond. Donc, je suis pas fier d'être gay. Je suis qui je suis et je suis bien avec qui je suis. C'est pas tout à fait pareil. Et je pense que c'est clivant. Peut-être il y a des artistes hétéros qui se diraient est-ce qu'il va savoir écrire pour moi ? Il est gay. Ça peut arriver dans la psyché de certains de tout de suite trouver que ça rétrécit le champ des possibles, tu vois. Parce que gay, comme des réalisateurs n'engageraient pas un acteur gay pour jouer un hétéro, par exemple, en se disant mais est-ce qu'il va savoir interpréter un hétéro, ce qui est ridicule. On joue l'amour, on joue pas l'hétérosexualité. Tu vois, moi qui suis aussi acteur, je pourrais jouer l'amour fou pour une femme dans un film. Bien sûr. L'amour, je sais ce que c'est. Donc que ça soit envers une femme ou un homme, peu importe, c'est un rôle, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je porte ça très fort, l'étendard des LGBTQ+, et donc forcément ça colore mon art, oui, bien sûr. Alors je parle pas de ce sujet-là dans toutes les chansons non plus, attention. Non, bien sûr, c'est pas le propos, hein, mais. Et ça me fait penser à quand tu me parlais que l'artiste doit être engagé. Ouais. Mais du coup, tu me disais, mais en même temps, l'artiste, on peut pas être un artiste dégagé. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer cette idée ? Oui, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on ne peut pas dégager soi-même d'un contexte social, politique, économique. On ne peut pas, par exemple, ignorer aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la planète, de la Terre, de la fonte des glaciers, du réchauffement climatique. On ne peut pas ignorer ce qui se passe en termes de politique. On ne peut pas ignorer les guerres. Donc, je parle pour moi. Je ne voudrais pas donner l'impression qu'il y a un seul chemin, une seule manière de faire de la musique, de la danse, de la comédie. Il y a plein de chemins possibles et tout est OK. Pour ma part, oui, c'est important. Quand Patrick Bruel me téléphone pour écrire un texte et que le texte que j'écris, c'est les chaises vides et que ça parle des attentats du 7 octobre en Israël, je suis encore plus à même de mettre mon cœur, mon corps et mon âme dans cette chanson que ça s'est passé il y a quelques mois ou un an ou deux, en fait, puisque c'est très récent, c'est très frais. Donc tout à coup, je me connecte à une réalité qui est proche de moi. Voilà. Si tu me demandais d'écrire sur les tranchées et les poilus, c'est beaucoup plus loin. Donc forcément, je vais peut-être avoir moins de facilité à me connecter à ça. Donc effectivement, pour ma part, je vois l'art comme une photographie de son époque, c'est-à-dire l'observation, le fait d'être une éponge, donc d'ingérer les informations, de les faire passer par son petit shaker kaléidoscopique,
Elle était dure à dire celle-là. Je m'y suis hasardé, j'ai réussi. Un mot contre triple. Un mot contre triple, là, de ouf. Et ensuite, tu le digères et tu le délivres dans ta création, que ce soit une sculpture, une peinture, une chorégraphie ou une chanson. C'est ma vision, voilà. Et c'est pour ça que je suis en observation constante de ce qui m'entoure, des gens, des paysages. Quand je marche, je travaille. Ça te nourrit ? Ça me nourrit. Et en fait, il n'y a que ce dont je me nourris que je peux, j'ai envie de dire, recracher dans mon art et dont je peux parler, finalement. Tu vois, en fait, pour créer, il faut vivre. Il faut vivre, tout simplement. Alors, on n'a pas besoin de vivre la mort, par exemple, parce que les gens me disent, mais t'as vécu tout ce que tu évoques dans tes chansons. J'ai pas besoin d'évoquer, par exemple, si je vais écrire pour un artiste qui a perdu sa mère. Je n'ai pas besoin de perdre ma mère pour écrire. Je parle de la perte. On meurt, nous, tous, chaque jour, et on renaît à soi. On a laissé 15 peaux derrière soi. On a laissé 25 vies derrière soi, et j'en ai parlé tout à l'heure, et ça m'a beaucoup ému. Mais on a 50 soi derrière soi. Et on en a 8000 devant nous, puisqu'on ne fait que renaître à soi tous les jours. Donc parler de la mort, parler de l'abandon, parler de la perte, il n'y a pas besoin de le vivre dans le réel de la même manière qu'un autre pour l'évoquer. Tu vois ? Donc il suffit de vivre des choses et de se laisser traverser par ses émotions et par ses ressentis. Et puis je pense que quand on a un minimum d'empathie et qu'on voit un proche, par exemple, vivre la perte de quelqu'un, on le vit aussi quelque part, parce qu'on ressent l'émotion de ce proche-là. Très juste, oui. Quand on est connecté aux gens, ce qui est vraiment mon cas, parce que j'adore la matière humaine. C'est vraiment une des passions de ma vie, l'autre. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier d'auteur-compositeur, parce qu'il n'y a pas de plus belle joie que de poser des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X de l'autre. C'est... Grave. C'est trop beau. Je voulais revenir un petit peu sur le casting. On l'a un petit peu abordé tout à l'heure, parce que tu voulais qu'on en parle aussi au niveau de la danse. Tu disais dans une interview, toi, que tu n'aimais pas trop l'exercice du casting, parce que tu n'aimes pas le jugement. Est-ce que tu peux nous en parler et qu'est-ce qui te dérange dans cet exercice ? Parce que c'est quand même la base de notre recrutement dans notre milieu. Bien sûr. Alors, je voudrais d'abord dire aux danseurs qui vont nous écouter, aux chanteurs, aux comédiens, continuez à passer des castings. Je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas passer des castings. Ah bah, les castings. Non. Continuez à vous présenter aux productions, continuez à aller passer des castings. Je vais expliquer ce qui, moi, me dérangeait. Je pense que ce qui me dérangeait, c'était pas le casting en soi, c'est la manière dont j'abordais le casting. Et on parle d'une autre époque Et aussi. on parle d'une autre époque, voilà. Merci de le rappeler. Très agréable, très agréable ce podcast. Je sens que je vais pas tarder à me tailler d'ici, moi. Super bien accueilli. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, effectivement, ce qui me dérange dans le casting, pour moi, c'est très clair. C'est vraiment la vision verticale, pour moi, à l'époque en tout cas, des casteurs et des gens qui se faisaient caster. Quand je parle d'envisager ça de manière verticale, c'est que pour moi, la vie en général, c'est quelque chose sur un plan horizontal. C'est-à-dire, je pars vers l'expansion de moi-même et je suis sur le même plan que les gens. C'est-à-dire qu'un casteur, un autre danseur, il n'y a pas le casteur là, le meilleur danseur que moi là, moi ici. C'est pas cette vision donc de verticalité où il y a des gens au-dessus, des gens en dessous. C'est une vision où on est tous là, sur le même plan, et on est en train de collaborer pour un projet commun. Et on est en train de kiffer et de partager dans la joie et la bonne humeur. C'est détente. Permets-moi de te dire, j'ai pas beaucoup fait de casting détente. Pourquoi ? Parce que, comme souvent dans la vie, j'ai l'impression que les gens viennent avec une posture. C'est-à-dire qu'on arrive dans un lieu et que le lieu impose un masque, une attitude. Donc quand tu es un danseur, il faut un peu toiser les autres. T'es pas sûr de toi, mais il faut te faire passer pour celui qui est sûr de soi. Il faut se mettre devant pour bien voir la choré. Je parle pas de tout le monde, mais globalement, il y a une ambiance que je trouve un peu dure, un peu brutale. Le chorégraphe, faut pas qu'il soit sympa. Faut qu'il aille très très vite. D'ailleurs, souvent, la chorégraphie du casting est 1000 fois plus dure que la choré à la fin du spectacle ou du truc. T'es là, mais tu m'as vraiment demandé des arabesques et des triples sauts et des mains. Mais je comprends pas, après, c'est droite, gauche, tac, c'est rien. Non, mais c'est vraiment, faut que t'en chies, quoi. Et ce truc de no pain, no gain, avec moi, ça ne fonctionne pas, en fait. Je ne suis pas venu pour souffrir. Pour citer une grande poétesse des temps modernes, je suis pas venu pour souffrir. Donc, cette vision verticale me gêne. Et surtout, il y a 3 choses auxquelles j'essaye d'éviter dans ma vie pour trouver de la joie. C'est l'attente, le jugement et la comparaison. Pour moi, un casting, c'est le lieu sine qua non, c'est l'endroit du jugement, de la comparaison et de l'attente. Le jugement parce qu'on se fait juger. Donc je suis en posture où j'arrive quelque part et je sais qu'on va chercher à discriminer dans ce que je fais ce qui est bon de ce qui est moins bon. Me sentant jugé, je ne suis pas à mon max, je me connais. Donc je n'aime pas être en position d'être jugé, parce que dans ces cas-là, je m'auto-juge. Donc s'il faut improviser, par exemple, je vais me dire, putain, mais devant ma glace chez moi, je cartonne, là, je suis empoté. Oui, parce que je suis jugé. Je sais qu'on me regarde. Ça fonctionne pas. De la comparaison,
Bah, un casting, tu te compares. C'est très rare que tu sois seul. Parce oui. que leur but, c'est de voir si tu es meilleur ou moins bon qu'un autre. Donc je me compare. C'est tout ce que j'ai fait toute ma vie, et j'en parlais tout à l'heure, par rapport au corps, au poids, à l'image, et je veux plus de ça. Et l'attente, en fait, il y a 2 types d'attentes quand on passe un casting. La première, c'est j'attends d'être aimé, j'attends d'être validé, j'attends d'être adoubé. Et après, il y a l'attente, la vraie attente. C'est j'attends qu'on me réponde. Et celle-ci, elle est très pénible. Oui. Voilà. Parce que des fois, on ne te répond jamais. Voilà, et donc tu espères toujours, donc t'appelles les copains, parce que dans le lot de gens, dans le lot de requins qui te regardent comme ça en espérant que tu te casses la gueule sur une petite perle négligemment égarée au coin de la pièce, t'en as qui sont tes potes. Oui. Et ceux-là, il y en a qui ont été rappelés, d'autres pas, ils te rassurent. T'inquiète, ils vont te rappeler plus tard, puis il y aura un callback. Enfin, en fait, c'est une ambiance que je trouve vraiment pas agréable. Je la trouve pas cool, quoi. Voilà. En revanche, il y a une clé. La clé, c'est d'aller à un casting en ne s'attachant pas aux résultats. Parce qu'en fait, moi, pourquoi est-ce que je foirais mes castings ? Moi, en fait, j'ai chaque fois été pris par le bouche à oreille. J'ai jamais été pris en casting. Le casting, c'est pas mon truc. Si, au tout début, quand j'étais inconscient, j'avais 22 ans, j'ai été pris sur Laurie. Il y avait tous les professionnels de Paris. Tous. Je suis arrivé par hasard, je suis passé devant le centre de danse du Marais. On m'a dit, t'es venu pour le casting ? J'ai dit, oui. J'ai menti, c'est pas vrai. Je rentre dedans, j'avais un baggy jaune, une petite casquette bleue. On me fait 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. Et j'étais là, ok ? On était 80. 60, 40, 20, on était 4. 2 garçons et 2 filles. J'étais le danseur de Laurie, il y avait sa maison de disques qui était là, ils étaient tous en randonnion, j'ai été pris sur un coup de bluff. Voilà, pourquoi ? Mais parce que j'avais pas de pression. Moi j'étais là, j'avais envie de danser, j'avais envie de kiffer, donc j'avais 0. Et les gens me regardaient au fur et à mesure, et disaient, mais c'est qui ? Il sort tout celui-là, c'est qui ? Il a fait quelle formation ? Il n'était pas chez Rick Odom. Non, j'étais pas chez Rick Odom, j'ai pas fait de formation, j'aime danser. C'est quoi la clé dont je voulais parler là ? La joie. Ne pas s'attacher au résultat de ce que je fais. Est-ce que ça va être bien ? Est-ce que ça va être bien reçu ? Est-ce que ça va être bien ? Non. Écoute la musique. Laisse-toi traverser par la musique. Écoute l'émotion que la musique te procure. Vibre cette émotion. Diffuse-la. Et de toute façon, on va te voir. Parce que tu vas être dans ta joie. Et quelqu'un qui est dans sa joie, c'est contagieux. Il ne laisse pas l'autre insensible. C'est impossible. Je suis complètement d'accord. Je pense que quand tu es vraiment connecté à toi-même à l'intérieur, à ta propre lumière, le travail se fera tout seul. Mais oui, et un autre peut être meilleur que toi techniquement. Si tu es dans ta joie, ça passera. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas bosser. Moi, je suis de ceux qui pensent comme Flaubert. J'adore cette phrase de Flaubert. C'est parce que la forme est rigide que l'idée jaillit plus intense. Flaubert, c'était un grand travailleur, un grand perfectionniste. Il pensait qu'il fallait faire ses classes et taffer. Parce que le jour où tu dois faire une impro, t'as appris tes lignes. T'as appris la coordination, t'as appris le délié, t'as appris la fluidité. Tout ça est intégré. Donc tu peux t'affranchir de la technique. Avant de s'en affranchir, il faut l'apprendre. Donc attention, moi je suis un grand besogneux. J'ai beaucoup de travail. Par exemple, quand j'étais pris sur un casting de manière hasardeuse, j'étais heureux, merci le ciel, mais après je bossais. Bien sûr. Et je bossais même plus que les autres parce que j'étais un peu un débarqué de nulle part. J'avais pas pris beaucoup de cours de danse, moi. J'étais un sportif, je faisais du sport, mais j'avais pas pris beaucoup de cours de danse. Et donc après, je bossais. Voilà. Bon, je rassure un peu sur les castings, pour ceux qui écoutent et qui sont pas dans le milieu. Il y a des choses qui évoluent quand même, heureusement. Et je pense que la posture maintenant des chorégraphes et des productions, il y a de plus en plus aussi de discours. Et j'ai l'impression que, pour pas dire les personnes au-dessus, mais pour quand même rester sur il y a quand même hiérarchiquement des personnes qui sont au-dessus. J'ai l'impression qu'on nous écoute un peu plus aussi, en tant que danseur, en tant qu'artiste, et que ça se passe de mieux en mieux aussi dans les castings. L'organisation, voilà. Bon, c'est pas encore partout pareil, mais on peut pas tout gérer. Mais en tout cas, il y a des choses qui évoluent, positivement parlant, et c'est chouette, et c'est important de le dire. Content de te l'entendre dire, bien sûr. Voilà. Comment toi, t'as appris à gérer cette partie du métier où le regard des autres, il est inévitable ? Oh, je n'ai pas appris à gérer. Je suis pas du tout appris à gérer. Moi, en fait, par exemple, je suis très à l'aise sur scène, mais demain, tu me mets sur une scène... tu veux dire si je suis casté ou si je suis regardé parce que je suis en situation de représentation ? Quel type de regard ? C'est pas le même. Le regard, je paye ma place, je viens te voir parce que tu me proposes quelque chose, un objet artistique, ou je te juge. C'est de quel regard il s'agit ? Si c'est être jugé aujourd'hui, je suis toujours... moi, je suis tétanisé par les castings. Vraiment, je n'aime pas ça, quoi. Je le dis. J'aime pas, vas-y, montre-moi que t'es bon, quoi. Ouais, le regard de l'autre, ça peut être... Ce que tu vois tout à l'heure, tu me disais, je suis sur mon vélo, je mets de la musique, je danse, etc. À ce moment-là, le regard de l'autre ne te dérange pas. Tu vois ce que je veux dire ? Pas du tout. Non, alors faut dire que... Et pourtant, quand t'es en casting ou quand tu peux être en train de faire autre chose, là, il peut te déranger.
Ouais, je pense que je vois le regard de l'autre ami lorsqu'il est dans un contexte casual, ou alors par exemple si je suis, moi je présente des spectacles régulièrement, je fais MC pour des spectacles, c'est vrai que la scène n'est pas un endroit hostile pour moi et l'autre n'est pas un endroit hostile. Je pense qu'à l'époque où je passais des castings, je n'ai pas passé beaucoup non plus, C'était aussi un moment, c'est pour ça que je voudrais ramener les choses à soi, et il faut éviter de penser que la solution vient de l'extérieur. En vrai, les gens en face de nous, ils ont leurs insécurités, leurs doutes. Aussi, un casteur, il peut avoir peur de ne pas faire le bon choix, il peut avoir peur d'être trop ceci ou pas assez cela, peut-être trop laxiste et donc que les gens ne se donnent pas à fond, peut-être trop rigide et que les gens soient tétanisés. Donc en fait, on est tous dans nos solitudes. En fait, on est tous humains, quoi. On est tous humains. Et je pense que peut-être si je passais des castings aujourd'hui, j'aborderais ça différemment, mais probablement même, puisque la vie est passée par là. Oui. Donc la vie m'a aussi enseigné beaucoup de choses. Donc je dirais qu'aujourd'hui, le regard de l'autre, il est plus ami. Je suis plus avec que contre. Je me sens pas systématiquement jugé. Et surtout, s'il y a du jugement, ça me dérange pas. C'est-à-dire que si je danse sur le quai du métro, je suis plutôt dans ma danse et dans mon kiff. Généralement, les gens soit dansent avec moi, parce que moi j'adore danser là où ça me vient en fait. J'ai pas de problème quoi. Souvent, les gens dansent avec moi. Ça leur donne envie de danser. Et si certains regardent en mode mais il a pas pris ses pilules aujourd'hui, c'est pas possible. Il a un problème. Mais en fait, je me dis, c'est rigolo. Il me regarde, il est très très perplexe. Mais c'est pas grave en fait. Peut-être que ça va faire germer une petite graine en lui en se disant, au bout de 4 personnes qu'il verra danser dans le métro, en fait peut-être qu'ils sont pas malades, peut-être qu'ils sont juste vivants, et peut-être que c'est beau d'être vivant et de faire ce qu'on veut quand on veut le faire, tant qu'on ne nuit pas à l'autre. Tu vois ? Surtout à Paris dans le métro. Surtout à Paris dans le métro où c'est pas le lieu dédié à la joie. Enfin, a priori. Complètement. Je reviens un peu sur le métier. Très souvent, un jour on est en haut, un jour on est en bas, sans dire attention, un jour il y a des jobs incroyables et un jour il y a des jobs moins bons. Non, je pense que tous les jobs sont bons. Mais parfois il y a un peu cette vague, où on est en haut de la vague, on est dans le creux de la vague. Comment toi, si tu les as déjà vécus, comment tu as déjà vécu ces hauts et ces bas dans ta carrière ? En installant ma maison au milieu. Je me suis confortablement lové dans un petit nid au milieu entre le haut et le bas, et j'ai essayé de me tenir à égale distance de la grande euphorie que procure le fait d'être en haut et du grand désespoir que procure le fait d'être en bas. C'est-à-dire que, on va citer des exemples, j'ai été pris sur des plans de danse avec de grands artistes. Je considère ça être en haut parce que j'étais visible, je faisais des plateaux télé, je gagnais très bien ma vie, j'étais célébré. Les maisons de disques, c'est Marc, on m'appelait Marco parce que mon petit surnom c'est Marco, enfin j'étais reçu, j'étais accueilli, j'étais attendu, j'étais choisi. Et puis il m'est arrivé d'être viré du jour au lendemain sur certains plans, pour certains artistes, pour des raisons totalement obscures et qui n'appartiennent qu'à ces gens-là. On m'a téléphoné et on m'a dit Marco, c'est fini pour toi, tu ne feras plus partie de la promotion de cet artiste. Et à ce moment-là, ce qui m'a empêché de sombrer, j'étais jeune, c'est d'abord que j'ai été rempli par une maman de beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et le fait que c'est pas grave. Quelqu'un qui se détourne de toi ne lui court pas après. Quelqu'un qui ne te fait pas une place dans sa vie ne lui fait pas une place dans la tienne. Un employeur qui juge que ta place n'est plus avec lui, alors considère que sa place d'employeur n'est plus avec toi. C'est dans les deux sens. Il ne souhaite plus t'accorder une place dans sa vie professionnelle, ne souhaite plus toi-même lui accorder une place dans ta vie professionnelle. Ça marche dans les deux sens. Il ne détient pas les rênes de ta vie. C'est pas lui qui décide de ton bonheur. Ne mets pas ça entre ses mains. Et globalement, ça m'a suivi toute ma vie. Donc effectivement, j'ai mon petit nid bien douillet au milieu, de sorte que je m'enthousiasme quand de très belles choses arrivent, mais en sachant raison garder, en me disant ça monte, ça descend. Ça va aussi dans ce sens-là, c'est pas que vertical, c'est aussi horizontal, et c'est fluctuant. Et on en revient encore à cette chorégraphie. Moi, j'appelle ça la chorégraphie de la vie. La vie, elle nous donne un coup, on sait le prendre, on rebondit, on arrondit. D'ailleurs, regarde toutes les expressions avec le corps. On dit, elle a fait dos rond par rapport à une situation. J'ai fait dos rond. Tu vois, on a plein d'expressions avec le corps. Et finalement, pour moi, c'est ça la vie. C'est plutôt que de se durcir et rigidifier quand les coups arrivent, eh bien, danser la chorégraphie de la vie, l'accompagner subtilement et se dire que plutôt que de chercher le bonheur, je cherche à me sentir vivant. C'est tout ce que la vie attend de moi, que je sois vivant. Elle attend pas que je réussisse ou que je rate la vie. Ça s'en fout la vie. Ça, ce sont les injonctions des hommes.
Et les injonctions qu'on fait peser soi-même sur soi. On décide que le but, c'est ça, et que j'aurai réussi ma vie quand je serai là. Mais non, t'as réussi ta vie quand t'es là. Là où tu es. T'as pas réussi ta vie quand tu seras là où tu seras, peut-être. Parce que, en fait, quand tu seras là où tu penses que tu seras heureux là où tu seras, quand tu seras à cet endroit-là, tu voudras encore être ailleurs. Ouais. Et en fait, ça s'arrêtera jamais. Parce que la vie n'est qu'une quête infinie et perpétuelle. Donc finalement, chercher à se sentir vivant, à vibrer l'instant, à humer l'instant, à le savourer et à vivre des expériences qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Bien comme sûr. Les jobs qui ne sont ni bons ni moins bons, qui sont des jobs où tu apprends des choses. Complètement. Je reviens sur ce que tu disais un petit peu, d'être là, d'être dans le moment présent. Parfois, on cherche trop à devenir quelqu'un aussi, alors qu'on est déjà quelqu'un. Et voilà, j'avais juste besoin de poser ça là. J'adore ta phrase, elle est trop belle et trop émouvante. Ça arrive que des gens viennent me voir au concert des artistes. Ça m'est encore arrivé au concert de Jennifer il y a quelques jours. Bonjour Marc Weld, je voulais vous dire, je suis personne. Et là, j'arrête tout de suite la conversation. Je dis, quel est ton prénom ? Je m'appelle Maïté. Coucou Maïté. Alors, tu n'es pas personne. Pardon, mais ça me gêne énormément. Dans la vie, il n'y a pas les gens il n'y a pas les quelqu'un et il n'y a pas les personnes. On est tous des quelqu'un. Et on est tous quelqu'un parce qu'on est tous la fille de sa mère, la tante de son neveu, une employée d'une société ou alors un chef d'entreprise. On est tous quelqu'un avec des ramifications qui nous relient à un travail, à une histoire, à une envie, à des rêves, à un amoureux, à des enfants. Et donc, effectivement, je pense qu'on est tous quelqu'un et que toi, tu disais, on cherche à devenir quelqu'un. Souvent, il y a des personnes qui veulent devenir quelqu'un, mais tu ne deviens pas quelqu'un parce que tu es déjà... Alors moi, je dirais, je cherche à devenir moi-même. Oui. Et ça serait ça, ma gageure. Et devenir moi-même, c'est quoi ? Pour moi, c'est casser tous les codes dont je parlais précédemment, casser déverrouiller tous les verrous qu'on a mis en nous depuis l'école, comparer les notes, être le meilleur, avoir son bac. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on nous enseigne à l'école, et on ne va pas parler pendant des heures de l'éducation nationale, mais j'aurais tellement aimé qu'on m'apprenne à réparer une voiture, j'aurais tellement aimé qu'on m'apprenne à conduire une voiture, j'aurais tellement aimé qu'on m'apprenne à faire de la plomberie. En vrai, il y a plein de choses dans la vie qui auraient pu nous être très utiles. J'aurais aimé qu'on nous apprenne le lien social. Non, on nous apprenait à avoir des bonnes notes. Déjà, je suis contre le principe des notes. À être meilleur que le voisin. À se taire. Parce que dans la classe, on se tait. Chut, c'est les grands qui parlent. Va dans ta chambre. Donc, on nous a toujours appris à ne pas nous exprimer, à se comparer aux gens, à être le meilleur. Meilleur que l'autre. Pas meilleur que soi-même. Meilleur que l'autre. Moi, j'adore le challenge. Je suis un gros challenger. Moi, je me satisfais jamais de ce que j'ai. Je me dis toujours que je peux avoir encore autre chose, encore mieux, encore plus grand, encore plus rayonnant. Mais le meilleur de moi. Je donne le meilleur de moi pour obtenir le meilleur de moi. Quand je parle d'un couloir d'excellence qu'on a tous, c'est être le meilleur de soi. Je m'en fous de ce qui se passe dans le couloir d'à côté. Moi, je suis pas un meilleur auteur-compositeur qu'un peintre. En fait, on est tous différents. Et même dans les auteurs-compositeurs, je suis pas meilleur qu'un autre. Je veux être au top de mon art. Dans l'expression la plus pure, la plus puissante et la plus flamboyante de mon art. Personne n'a ma plume, et je n'ai la plume de personne. Et la mienne n'est pas plus valable que celle d'un autre. Elle est. Et elle est là. Est-ce que tu penses que la comparaison peut amener à l'inspiration ? Non. Tu vois, des fois, quand tu regardes quelqu'un sans te comparer, mais avec peut-être admiration, tu te dis, ok, la personne, elle est là, moi, je me vois là, mais en fait, j'ai envie d'aller là où elle est, et du coup, ça m'inspire. Et du coup, je me dis, comment elle a fait ? Ok, elle a travaillé, moi aussi, je vais aller travailler. Tu vois, quand je parle de comparaison, j'utilise du coup pas le bon mot, mais j'en vois plutôt de l'inspiration. Et donc, c'est pour ça que je te posais cette question. Alors, tu as... j'ai pas grand-chose à ajouter. Comparaison, non, parce que pour moi, se comparer, il y a vraiment, encore une fois, une échelle de valeur. Et je dirais plutôt, tu disais l'admiration. Et bien sûr... Mais moi, j'admire. Moi, j'ai été élevé à Brel, Brassens, Barbara, Gainsbourg. J'ai quand même des maîtres à penser, des maîtres à créer qui sont de grandes pointures. Et même parmi nos contemporains, il y a des auteurs compos que j'admire beaucoup. Et donc oui, je pense que l'admiration peut générer de l'envie, de viser une forme de flamboyance et d'excellence. En revanche, moi, je ne l'exprimerai pas en me disant « il est là, j'aimerais être là ». Non, en revanche, je dirais « j'aimerais moi aussi » arriver à démultiplier mon potentiel, à le rendre de manière exponentiellement tellement grand et puissant que je vais moi aussi être dans cette expression ultime de mon art, comme lui. Mais être là où il est, non. Moi, par exemple, il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Paul École, qui est extraordinaire. C'est lui qui a écrit Les Feux d'artifice pour Calogero, il a écrit Il est où le bonheur pour Christophe Maé. Enfin,
ce type est incroyable. Je n'ai jamais voulu être Paul École. Et je me suis jamais dit, j'aimerais écrire pour Calogero. Ce qui ne veut pas dire que je n'aimerais pas, mais je me suis jamais dit, je voudrais être Paul École, je voudrais écrire pour les artistes pour lesquels Paul écrit. Pas du tout. Par contre, je me suis déjà dit, je lis ces textes, mais quelle pureté, mais quelle précision. C'est un orfèvre du mot. Il est d'une précision chirurgicale. J'aimerais arriver à cette excellence dans mon art. Mais tu vois, je ne me compare pas. Je m'inspire. J'essaye de comprendre les rouages et les mécanismes de ce type que je considère génial dans son art. À aucun moment, je me considère mieux ou moins bien. Je le trouve excellent dans ce qu'il fait. Et peut-être que lui aime bien mon travail aussi, d'ailleurs. Et voilà, et ça peut être aussi un échange de s'observer et se challenger. Il y a un côté challenger. Ouais. Admirer des gens, c'est aussi se challenger, se dire « il est fort ». Mais ça, c'est sain. Tu vois, à l'époque où j'étais danseur, oui, je regardais les danseurs qui cartonnaient et ça m'inspirait. Et d'ailleurs, je suis une éponge, donc j'essaie de reproduire tant bien que mal, mais ça, pour moi, c'est sain. Si on emploie ce mot un peu générique de comparaison, c'est une comparaison saine. Mais je préfère vraiment l'admiration à la comparaison. Et tu vois, quand je disais il est là et j'aimerais être là où il est, c'était plus, je voyais sous le prisme de il est à son potentiel maximal. J'aimerais aussi, moi, atteindre mon potentiel. Je suis 100% d'accord avec Évidemment que si demain il est là en étant il écrit des livres et que moi j'ai pas envie d'écrire des livres, bon, ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun intérêt d'aller là où il est, parce que voilà, mais c'est plus de dire ok, je vois que la personne elle a réussi à atteindre son sommet, moi aussi je vais aller là où il a réussi à aller, c'est-à-dire à atteindre mon propre sommet. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est très inspirant. Ouais. On a besoin en plus d'être... Enfin, je sais pas si on a besoin. Moi, j'ai besoin. C'est génial d'avoir autour de soi des gens qui te montrent le chemin aussi, quoi. Et puis qui te font penser que c'est possible. Par exemple, moi, le fait que je sois un artiste LGBT, encore une fois, j'espère et j'imagine qu'il y a des gens qui se disent bon, bah donc on peut être gay, auteur-compo, ancien danseur, ancien chanteur, comédien, et puis réussir dans la musique, et puis écrire pour des gens. Je fais des masterclass d'écriture aussi, donc je transmets aujourd'hui, et j'adore ça, la pédagogie, la transmission. Donc oui, c'est s'inspirer d'autres, c'est aussi la voie consacrée pour un jour inspirer des gens. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça, c'est un peu, on se passe le relais, quoi. Ouais. Et je trouve ça génial. Est-ce que c'est à travers tout ça, en allant dans différents domaines, que tu as compris que tu devais créer ton propre espace plutôt que de rentrer dans une case ? Ouais, je pense que je me suis très vite rendu compte que j'étais un électron libre. Parce qu'à vrai dire, j'ai fait le conservatoire municipal du 15e d'art dramatique. Donc d'abord, j'ai commencé le théâtre à 10 ans au collège-lycée. Ensuite, j'ai enchaîné avec le conservatoire municipal pendant 6 ans. Donc ça faisait déjà 9 ans que j'en faisais. Ensuite, j'ai passé le concours de l'école supérieure d'art dramatique de Paris pendant 3 ans. Et en finissant l'école, je me suis dit, mais c'est bizarre, au théâtre, il y a un emploi. Il y a la soubrette, il y a le rigolo, il y a le prince, il y a un emploi. Je me suis dit, je me sens pas de jouer toute ma vie l'emploi pour lequel je suis. Moi, j'ai envie de jouer plein de rôles différents et tout. J'étais pas sûr non plus d'avoir le talent pour... Enfin, je savais pas si c'était mon couloir. Je crois que j'étais un bon acteur pourtant, mais je sais pas si j'étais pas sûr que c'était mon couloir. C'était intuitif. Qu'est-ce que j'ai fait ? Hop, je suis parti, je suis allé bosser à la télé. J'ai été figurant sur La Chance aux chansons, une émission présentée par Pascal Sevran, que les jeunes ne connaîtront pas, mais qui avait une grosse émission, La Chance aux chansons, sur France 2, ça s'appelait France 2 à l'époque. Et en fait, j'ai commencé par être figurant, puis j'ai dansé, puis j'ai chanté. Et à la suite de ça, je suis devenu danseur parce que j'en avais marre d'être un petit décor comme ça. Donc, en fait, effectivement, tu as raison. Je suis passé d'un art à l'autre et à chaque fois, enfin d'un domaine à l'autre dans l'artistique, et à chaque fois que j'ai senti qu'on attendait de moi que je sois à un endroit, à une place très circonscrite, je me suis dit, non, je sens que ça va m'oppresser. Et je vais me te dire pire, je m'autoriserai, si l'écriture et la composition veulent me mettre à un endroit précis, je m'autoriserai sans problème à partir. Et à écrire des romans, écrire des scénarios de films, revenir à la comédie, ouvrir un refuge pour des animaux, bien sûr. Ouvrir une pépinière, faire de la permaculture. En fait, il y a ça aussi qui est très drôle, c'est que dans l'art, j'ai remarqué que les gens étaient habités par le feu sacré, mais que parfois ce feu, au lieu de les réchauffer, il les brûlait. Et il y avait un côté un peu névrotique. Moi, par exemple, j'ai jamais pleuré quand j'ai pas été pris à un casting. J'ai jamais pleuré, Maïwenn. Mais moi, je pleure parce que mon oncle meurt. Je pleure pas parce que je suis pas pris pour une promo télé. En fait, à quel moment est-ce que je vais laisser quelqu'un entrer dans cette intimité de me faire verser des larmes ? Jamais, jamais. Pour moi, ça vraiment, ça doit, non pas... Je pense pas qu'il faille se blinder par rapport à ça, c'est trop brutal. Je pense qu'il faut se laisser traverser par... Ok, t'es pas pris, c'est pas grave. C'est un autre, sur ce plan-là, t'es pas exactement dans ce qu'il recherche.
Sachant que sur un plan, il y a beaucoup plus de gens pas sélectionnés que de gens sélectionnés. Oui. Finalement, il y a 4 places pour 100 danseurs ou 100 acteurs, ou parfois plus même. Si ce n'est plus. Parfois plus. Rajoute un 0. Et parfois, t'es pris parce que t'es rasé et qu'il fallait un rasé. T'es prise parce que t'as les cheveux très longs et qu'il fallait des cheveux très longs. En fait, t'es même pris... Parfois, ceux qui sont pris, c'est pour des raisons qui échappent totalement à notre compréhension. Donc, il faut... Et puis, il faut aussi pas oublier que quand tu passes un casting, c'est pas parce que t'es pas pris sur ce casting le jour J que dans 3 mois, on te rappellera pas. Parce que peut-être que la chorégraphe, le producteur ou le danseur avec qui t'as partagé le casting s'est peut-être dit « Tiens, mais j'aime bien sa danse, lui sur un autre plan. Lui sur un autre job, je le prendrai. » T'as été vu. Voilà. Les gens te connaissent maintenant. Donc c'est très positif. Sans parler de toutes les interconnexions qu'il y a entre les danseurs. Qui te dit que tu vas pas tomber sur une fille, un gars avec qui tu vas monter un concept, ça va devenir une école qui va cartonner. En fait, t'as raison. Aussi se dire, quand je fais quelque chose, mais on en parlait tout à l'heure, se détacher du résultat. Ouais. C'est pas parce que ce pourquoi tu es venu, ça ne se fait pas, que ça va pas générer autre chose. Bien sûr. Tu sais, Maïwenn, moi je sors beaucoup. Je vais à des open mic, je vais à des soirées quand on m'invite. Je suis un être très social et sociable. Chaque fois, mes sorties m'ont apporté quelque chose. Elles m'ont toujours apporté quelque chose. Une collaboration, une idée, une inspiration. C'est jamais stérile en fait. Et pourtant, très souvent, je ne suis pas sorti pour obtenir ce avec quoi je suis rentré dans ma besace. Bien sûr. J'ai gagné autre chose. Bah oui. Tu vois ? Donc oui, il faut aussi se détendre par rapport à ça. Complètement. Moi, le nombre de fois où j'ai passé un casting, j'ai pas été prise, et la personne, la directrice de casting vient me voir et me dit « En fait, Maïwenn, on a un autre job à te proposer, est-ce que t'es dispo ?» Tu sais, tu te dis « Mais attends, je suis venue passer un casting pour un spectacle, pas pour juste un event. » Et finalement, j'ai pas eu le spectacle, mais j'ai eu un event. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Et l'event, il peut y avoir un mec qui bosse dans la pub qui te dit « Désolé, on cherche une meuf, L'Oréal, machin, c'est payé une blinde, est-ce que t'es OK ?» Et ça, on te demande est-ce que tu veux chorégraphier pour L'Oréal tous les défilés dans toute la France. Non, et mais puis ça peut aller très vite. Et c'est juste la coïncidence. Enfin, même pas la coïncidence, c'est juste le hasard de la vie. Mais ça s'appelle l'opportunité. L'opportunité en fait. Aussi, ouais. Et l'opportunité se déguise dans tous les hasards de la vie. Bien sûr. Et les hasards de la vie vont se nicher dans n'importe quelle situation. Il faut juste être en ouverture, je pense, et en accueil. Il faut se mettre en posture d'accueil. Quand tu es fermé et que tu es colère de ne pas avoir obtenu ce que tu voulais, non seulement tu n'obtiens pas cette chose-là, mais en plus tu te coupes de tous les autres possibles. Mais c'est un peu le principe de quand on est quitté par quelqu'un, qu'une histoire s'arrête. Si tu restes complètement centré sur ta douleur pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais tu passes à côté de toutes les autres opportunités. Ouais. Alors que la fin de quelque chose, c'est aussi annonciateur du début d'autre chose. Bien sûr. Comme les saisons, elles font place les unes aux autres. Le printemps est chassé par l'été est chassé par l'automne, etc. Donc accepter aussi les cycles de la vie. La vie, c'est des cycles. On a en tant que danseur des mauvais cycles. C'est vrai qu'on a des mauvais cycles, faut le dire. Il y a des moments où on passe 4 auditions, on n'est pas pris. C'est pas grave, c'est ton apprentissage. Tu te tombes, tu te relèves, t'es plus fort. Ton os émotionnel s'est cassé, il va se ressouder encore plus fort. Et tu retournes au charbon. C'est pas facile, mais personne n'a prétendu que la vie était facile. Ce qui compte, c'est d'essayer de le vivre le mieux possible. En accueillant ses ressentis. C'est comme ça que toi, tu te dis que tu vois jamais les refus comme des échecs personnels. Oui, c'est vrai. J'avoue que j'ai jamais vu ça comme un échec. Quand j'étais chanteur, j'ai été reçu en maison de disque par un grand gars de maison de disque. Il était question qu'il me signe, que j'ai un contrat d'artiste. Il aimait mes textes, il aimait mes chansons. Et lors du 2e rendez-vous, j'ai attendu dans le couloir de cette grande maison de disques française 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Au bout d'un moment, je demande à la dame de l'accueil, je dis « Mais Monsieur X m'attend, je comprends pas. » Et là, il m'envoie un message sur mon portable. Il me dit « Désolé Marc, je ne suis pas d'humeur à écouter des chansons aujourd'hui. On va devoir reporter. » Sur le coup, je me suis senti extrêmement humilié. J'avais mes petites chansons sous le bras, j'étais avec mon sac à dos, dans ce hall froid, refroidi parce que c'était l'été, donc la clim à blinde. Je me sentais mal en fait, je me suis dit c'est fou. Et puis je suis allé marcher dans un parc, il y avait un parc juste à côté. Je me suis dit non. Non seulement il se paye le luxe de ne pas me recevoir, mais en plus je vais lui offrir ma tristesse. Il passe à côté de l'artiste que je suis. C'est pas que je me surestimais, hein. C'est, je veux dire, il y a des manières de faire les choses. Non, mais c'est connaître sa valeur aussi. C'est connaître sa valeur. Pour la petite histoire, aujourd'hui, je suis le propre éditeur de mon répertoire. J'ai un gros répertoire et j'ai beaucoup de gros titres qui arrivent, avec de grandes pointures de la chanson. Ce personnage de l'industrie du disque est toujours en place et j'aurais pu signer un contrat avec lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux, moi, générer des revenus pour les maisons de disques.
En gros, je cherche une gestion éditoriale, j'aurais pu m'associer avec cette personne. Et j'ai un conseil juridique qui va faire le tour des maisons de disques pour voir avec qui je pourrais m'associer. Et j'ai dit, je ne travaillerai pas avec cette personne. Pour te dire que toujours être gentil avec les gens qui nous entourent, toujours respecter, mettre de la délicatesse dans les rapports humains, parce qu'on se recroise. Le monde est tout petit, au final. Surtout dans notre milieu. Surtout nous. Sois gentil. Et ça, je le dis aux danseurs, je le dis aux acteurs, je le dis aux boulangers, aux pâtissiers, aux vendeurs, que sais-je. Soyons gentils. Ça coûte vraiment pas plus cher et on le retrouve. Et il n'y a pas meilleur patron que celui qui est gentil avec ses salariés. Parce que le jour où il y aura un pépin dans la boîte, ils vont rester 2-3 heures de plus, ils réclameront rien et ils seront heureux. Pourquoi ? Parce que le patron, il se baisse pour ramasser un crayon qui est tombé. Parce que le patron, il n'hésite pas à rester un peu plus pour ramasser des dossiers. Il ne considère pas son salarié comme un sbire ou comme un sous-fifre. Donc, tu vois, quand je te parlais de vision horizontale, c'est ça. Tu as raison. Un PDG d'une boîte, évidemment que contractuellement, il est au-dessus du salarié. Oui. Mais c'est pas parce que c'est contractuel que dans les faits, ça doit se voir et ça doit se percevoir. Moi, j'adore aller dans une boîte et ne même pas savoir qui est le patron. Parce que le mec n'a même pas besoin de mettre un costume. Il s'habille en jean basket. Et au bout d'une heure, on me dit « c'est Arnaud le patron !» C'est Arnaud le patron. Mais je croyais que c'était Marité. Mais non, Marité, c'est sa secrétaire. Mais il lui donne, elle a les rênes parce qu'elle gère. Et il n'a pas besoin. Parce qu'Arnaud, il est ancré. Ouais. Il n'a pas besoin d'en faire des caisses. Il n'a pas besoin de prendre le costume du patron. Ça, j'adore. J'ai rien d'autre plus à rajouter. Il est pas mal, Arnaud. Oui, il est pas mal. Ça donne envie de le connaître. Il n'existe pas, mais on a envie de le connaître. Arnaud ou Michel, d'ailleurs, peu importe. Ça marche. Ça marche aussi. Comment on fait la différence entre la rigueur nécessaire à l'excellence et l'autoflagellation inutile ? Tu vois, des fois, on va aller quelque part, on se dit « faut y aller », et on ne se rend pas compte que la vie, si tu regardes un peu à droite, elle a peut-être quelque chose de mieux à t'offrir. Alors, je dirais que la rigueur, pour moi, que j'associe à la répétition de l'exercice de son art. Par exemple, moi, j'écris, et donc, je suis rigoureux dans ma manière d'écrire souvent. Parce que c'est un peu comme un danseur, il va faire sa barre au sol, il va faire ses étirements, etc. Même quand tu n'es pas en période de job, il faut que tu travailles ça. Tu me le disais toi-même, tu es très sportive, et tu ne le fais pas pour des buts esthétiques, à des fins esthétiques, mais juste pour entretenir ton instrument. Ah oui, parce que quand tes articulations, elle te dit j'ai besoin de renforcement, c'est qu'il faut l'écouter et il faut y aller. Voilà. Donc je pense que la rigueur, elle est nécessaire. Je citais Flaubert, c'est parce que la forme est rigide que l'idée jaillit plus intense. Quand vous serez libéré de la technique, vous pourrez trouver la grâce. L'état de grâce naît quand on est libéré de la technique. Encore faut-il l'avoir. Maintenant, pour moi, l'autoflagellation, c'est le discours intérieur, c'est ce que j'appelle le saboteur intérieur. Comment diable veux-tu qu'on t'aime si tu ne t'aimes pas déjà toi-même ? Je pense qu'il faut s'aimer et il faut se voir avec douceur. On peut être rigoureux et doux. C'est-à-dire, on peut accepter que sur le chemin du travail, on n'arrive pas tout de suite. Je pense à un gymnaste, par exemple. Il va travailler un saut ou un patineur artistique. Il va rater. Ça s'appelle rater, il n'y arrive pas. Donc on ne peut pas contester que c'est raté. Mais c'est parce qu'il va rater 58 fois que la 59e fois ça va passer et qu'au bout de la 222e fois, il va être champion du monde. En fait, c'est normal. Ça s'appelle la rigueur, le travail, l'apprentissage. En revanche, pourquoi il va réussir ? Parce qu'il ne va pas s'auto-flageller à chaque saut raté en disant « je suis une merde ». Mais non, tu apprends. En fait, on est dur avec soi, on attend de soi l'excellence avant même d'avoir fait le chemin qui mène à l'excellence. Les gens veulent être connus avant d'avoir commencé à faire le travail pour être reconnus. Mais fais-toi déjà reconnaître pour la qualité de ton art, et si la célébrité vient avec ça, tant mieux. Mais faisons les choses dans l'ordre. Tu vois ? Donc je pense que c'est ça, et j'avais une chose à ajouter par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, comment bien vivre aussi le refus à un casting. J'ai oublié de dire quelque chose qui me semble essentiel. Ouais. Là où le bas blesse pour un danseur ou un comédien, c'est qu'il y a une fonte et une confusion entre qui je suis et ce que j'offre en tant qu'artiste, ce que je donne. Pourquoi ? Pour une raison très simple, le peintre n'est pas sa toile, le chanteur n'est pas sa chanson. Le danseur, il est l'instrumentiste et l'instrument. Le danseur, il est à la fois son chorégraphe, bien sûr, il y a un chorégraphe souvent, mais c'est lui qui va mettre en mouvement son corps, c'est lui qui va donner à voir ce mouvement, et il est lui-même dans son propre corps, donc il est à la fois l'acteur de son art et le créateur de son art. Donc il ne peut pas dire « tu n'aimes pas ce tableau ? Formidable, ça ne veut pas dire que tu m'aimes pas. » Non, tu n'aimes pas ma danse, tu ne m'aimes pas. C'est très compliqué quand on est danseur de se retrancher derrière quoi que ce soit en fait. Moi, quand on m'a refusé un casting en tant que danseur, vraiment j'avais l'impression qu'on ne m'aimait pas, quoi. Que si le chorégraphe me croisait au Café du Coin, il dirait « non Marc, je l'aime pas lui ». Alors que pas du tout. C'est qu'à un moment donné,
cette chose-là que j'ai proposée ne m'a pas convenu. Donc, peut-être mettre en perspective les choses, quand un danseur, quand vous n'êtes pas pris à une audition, dites-vous que c'est juste l'objet artistique, à un moment T donné que vous avez proposé, qui n'a pas été validé pour ce projet-là, ne confondez pas avec votre personne. C'est pas un refus de vous, on ne refuse pas de vous aimer, on ne vous déconsidère pas dans la qualité de ce que vous offrez, juste l'objet artistique à ce moment-là ne convenait pas pour ce projet. De la même manière que si un peintre, à une expo, proposait une toile et que des gens passaient et disaient « Non, celle-là, on ne l'achète pas. » On n'achète pas cette toile. Ça ne veut pas dire que la toile dans 2 jours, on ne l'acceptera pas, ou celle d'il y a 2 jours. C'est celle-ci. Et puis parfois, c'est peut-être parce que ta toile, elle n'est pas au bon endroit. Bien sûr. Tu serais dans un autre musée, ta toile, elle serait au bon endroit. Exactement. Je pense que pour un danseur, c'est pareil. Bien sûr. Peut-être que la compagnie pour laquelle tu postules, effectivement, t'as pas été pris parce que, non pas par rapport à ta danse, mais juste parce que ce que le chorégraphe recherchait ne correspondait pas. Je pense que si tu vas passer une autre audition dans une autre compagnie, tu seras peut-être pris. Bien sûr. Et inversement. Quelqu'un qui est pris par une compagnie A ne sera peut-être pas pris par la compagnie B. Oui. Parce que la compagnie B ne sera pas sensible à sa danse. Et puis si tu n'es pris entre guillemets personne, ne remets pas en question ta valeur en tant que danseur. Non, arrête la danse. Voilà, arrête. Arrête tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est va peut-être créer ta propre compagnie, ou ton propre style, ou ta propre danse, ou peu importe. Mais si en tout cas on ne te donne pas de la place, rien ne t'empêche d'aller toi-même créer ta propre place. C'est très beau ce que tu viens de dire, et cette phrase, j'aimerais qu'on la garde et qu'on la souligne. Danse ta propre danse. Je n'ai de cesse, je cite souvent cette phrase, enfin je la dis, elle n'est pas de qui que ce soit, mais danser sa propre danse, c'est aussi à un moment donné s'affranchir des codes, des cases et des cages, comme on le disait plus tôt, et de danser sa propre danse. Dans la vie, on nous apprend petit, tu sais, les gamins, ils sont pas contents parce qu'ils n'ont pas les mêmes baskets que le petit copain, ils n'ont pas la même robe, j'ai pas le même sweat, machin. En fait, là où on est beau, c'est dans ce qu'on a d'unique, de singulier. L'état de grâce, il naît de ça. L'état de grâce va se nicher dans tout ce qui fait de nous un personnage unique. Complètement. Donc, cultivons notre différence dans notre danse, dans notre chant, dans nos aptitudes de comédien, dans tout ce qu'on est, et même si on n'est pas artiste d'ailleurs, cultivons notre différence. C'est ce qui nous rend beau. On est beau parce qu'on est différent. On ne veut pas être uniforme, on ne veut pas tous se ressembler. Je pense que c'est une belle fin de podcast avec ces jolies phrases. Écoute, on s'approche de la fin de l'épisode. J'ai encore 2 petites questions. Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent et qui veulent suivre une voie artistique ou entrepreneuriale ou dans notre milieu ? Eh bien, danse ta propre danse, innove, n'aie pas peur, tu es beau, tu es congruent, tu es capable. Il y aura des accidents, tu vas te casser la gueule, mais c'est pas grave, parce que tu vas te relever. Et crois en toi, parce que c'est parce que tu vas croire en toi que tu vas autoriser les autres à croire en toi. Donc, je terminerai en disant à celui qui nous écoute, là, qui veut se lancer, tout va bien. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Et moi, j'ai envie de rajouter aussi que si tu te casses la figure, peut-être que ce qui t'a fait trébucher, ramasse-le et peut-être va construire quelque chose avec plus tard. Alors ça, j'adore. On adore la métaphore. C'est vrai. Et peut-être des fois, il y a plusieurs choses qui vont te faire te casser la figure, tu vas le mettre dans ton sac et tu vas te rendre compte que non, en fait, ça, j'en avais pas besoin. Bien sûr. Mais mais peut-être que je construirai autre chose avec plus tard. Bien sûr. Et l'échec est parfois une chance déguisée. Sachons reconnaître la chance. Parce que la chance est très espiègle. Parfois, la chance est déguisée en échec. Elle te fait croire que c'est un échec. Mais justement, si tu es assez intelligent pour ramasser cet échec, le mettre dans ta petite besace, le regarder un peu plus tard quand tu es à distance de ton émotion, tu peux te dire, mais c'est drôle, je pensais que c'était un vulgaire caillou, mais c'est un diamant, c'est un lingot d'or. Il n'y avait pas la bonne lumière, j'ai pas vu. Mais en fait, ça brille. Bien sûr. Donc voilà, sous un autre angle, par un autre prisme, un échec peut être une chance. Complètement. Sachons découvrir la chance déguisée sous l'échec. Bien sûr, et peut-être que ce que tu as ramassé, c'est peut-être juste la pièce qui manque à ton puzzle et pour terminer un chapitre ou... Exactement. On peut partir sur plein de métaphores. Mais c'est vrai, hein. Mais voilà. Non, on est très métaphore. On est très métaphore. Quels sont tes projets en cours ou futurs et ce qui t'anime en ce moment ? Ce qui m'anime en ce moment, l'amour, c'est le retour du printemps, il y a de l'amour partout. Moi, j'adore observer, j'adore marcher, comme je t'ai dit, donc je vais dans des parcs, je vois les bourgeons en fleurs, je vois toutes ces petites bêtes. Bon, je suis pas fan des insectes, mais j'aime bien voir quand même la petite danse des bourdons, des abeilles, tu sais, tout bourgeonne, tout renaît.
Et comme on a eu quelques jours, je suis pas souvent affecté par le mauvais temps, mais on a eu des journées très pluvieuses en France. Ça a été, je crois, l'hiver le plus pluvieux depuis 1933, figure-toi. Ok. Ouais, il a pas plu autant depuis je ne sais combien d'années. Et du coup, je trouve que c'est quand même, ça nous a affecté, quoi. C'est beaucoup quand c'est beaucoup de journées de pluie de suite. Et là, il fait beau, ça fait du bien. Donc, ça me donne envie de donner beaucoup d'amour autour de moi, de diffuser de l'amour, de recevoir de l'amour. C'est important aussi de recevoir. Ouais. Non, mais ça y est, de plus en plus, je m'autorise à recevoir de l'amour et je me sens digne d'être aimé. Voilà. C'est aussi un chemin d'accepter d'être aimé, de se dire qu'on en est digne. On a le droit aussi. Et sur le plan professionnel, je bosse sur des projets géniaux. Je continue de travailler avec Oshi. Oui. Et ça, c'est génial parce que je l'aime trop, c'est ma petite sœur. Et je bosse avec d'autres artistes. Ça va venir très bientôt, là. C'est imminent. Donc, restez connectés sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux. De Marc que je mettrai dans la biographie et dans la description de l'épisode. Ça, c'est bien. N'écrivez pas Marc avec un C, c'est M-A-R-K-W-E-L-D. Marc Weld. Voilà. Et voilà, en gros, plein de belles choses qui arrivent. Et puis toujours, profiter de la vie, de mes amis, dont tu fais partie, Maïwenn, de ma maman que j'aime tant et de tous mes amis. Eh bien, j'ai hâte de voir ce que la vie te réserve, Marc. Et je te souhaite de très belles choses pour la suite. Merci beaucoup, Maïwenn. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour clôturer l'épisode ? Oui, je citerai Jean Bernard, qui est un médecin et hématologue français. Je dirais, à défaut d'ajouter des heures à la vie, ajoutons de la vie dans les heures. C'est trop beau. Je te vois émue. Ouais, parce que je trouve ça beau. Ouais. Je trouve ça beau de rajouter de la vie dans les heures, de rendre de chaque moment un moment unique et précieux, comme celui qu'on vient de partager. Et je te remercie. Moi, je te remercie pour ton temps. Pour moi, le temps, c'est une des ressources les plus importantes sur cette terre. Et donc, merci pour ton temps. Merci pour partager ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur. Et voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à écrire à Marc, à m'écrire, à le partager autour de vous, à mettre aussi 5 étoiles. Voilà, je te remercie grandement, Marc. Merci, Maïwenn, du fond du cœur. Merci à tous et bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez. Aimez-vous. Aimez-vous. Et vivant. Ciao. Ciao, ciao.